En 2006, quelque chose d'étrange s'est produit, mais pour la plupart des gens, cela a à peine été remarqué. Un autre avion a pris sa retraite. Une autre ligne a été rayée d'une feuille de calcul du Pentagone. Mais pour les pilotes, les ingénieurs et les passionnés d'aviation, c'était comme un enterrement. Cette année-là, la marine des États-Unis a officiellement retiré le F-14 Tomcat, un avion qui avait dominé le ciel pendant plus de 30 ans, un avion qui a défini une époque, et un avion qui, encore aujourd'hui, ressemble toujours à l'avenir. Lorsque le Tomcat a finalement été cloué au sol, les gens ont pensé que la routine allait suivre. Les avions seraient garés dans le désert, mis sous cocon, démontés pour pièces ou vendus à des nations alliées. Après tout, c'est ce qui se passe normalement, sauf que ce n'est pas ce qui s'est passé. Au lieu de cela, la marine a fait quelque chose d'inédit. Ils les ont détruits, tous. Les derniers F-14 n'ont pas été stockés. Ils n'ont pas été vendus. Ils n'ont même pas été soigneusement démontés. Ils ont été broyés, réduits à de la ferraille. Donc la question évidente est, pourquoi ? Pourquoi les États-Unis effaceraient-ils délibérément l'un des meilleurs avions de chasse jamais construits ? Pour comprendre cela, il faut remonter un peu dans le temps. Pas jusqu'en 2006, ni même jusqu'à la guerre froide, mais jusqu'aux années 1960. Dans les années 60, la marine américaine avait un problème. Son principal avion de chasse, le F-4 Phantom II, était puissant, rapide et lourdement armé, mais il avait ses limites. De nouvelles menaces apparaissaient, des bombardiers plus rapides, des missiles à plus longue portée, et en toile de fond, la possibilité d'un combat naval à grande échelle. Face à l'Union soviétique, la marine avait besoin de quelque chose de nouveau, plus grand et plus intelligent, capable de repérer l'ennemi avant lui. En 1970, Grumman a répondu à l'appel. Ce qu'ils ont livré était, contrairement à tout ce qui existait dans le ciel, le F-14 Tomcat. Dès le début, c'était ambitieux, presque téméraire, avec des ailes à géométrie variable qui bougeaient en vol, s'ajustant automatiquement à la vitesse et à l'altitude. Un système radar massif conçu pour suivre des formations entières en même temps, et une charge d'armes construite autour d'une idée terrifiante. Éliminer l'ennemi avant qu'il ne s'approche. Le Tomcat n'était pas destiné au combat rapproché, il était fait pour dominer. Les ailes étaient la première chose que les gens remarquaient. Lors des essais, les ingénieurs ont découvert que l'appareil pouvait voler avec une aile avancée et l'autre reculée, ce qui était un peu inquiétant. Il n'était pas censé faire ça, mais il le pouvait. Rien que cela vous en dit long sur la robustesse du Tomcat. La puissance provenait de deux énormes turboréacteurs à double flux, soit Pratt et Whitney, soit General Electric selon la variante, chacun produisant bien plus de 20 000 livres de poussée. Ensemble, ils propulsèrent le Tomcat au-delà de Mach 2 en altitude. Il était rapide, lourd et très, très cher. Chaque appareil coûtait des dizaines de millions de dollars, et cela avant même la maintenance, la formation ou les pièces de rechange. Mais le coût n'était pas le sujet. Ce qui rendait vraiment le F-14 dangereux, ce n'était pas sa vitesse ou ses ailes, c'était sa capacité, c'était ses yeux. Le radar du Tomcat suivait 12 de cibles simultanément, à des centaines de kilomètres. Alors que la plupart des chasseurs avaient du mal à gérer une ou deux cibles, le F-14 pouvait gérer une bataille aérienne entière à lui seul. Et puis il y avait le missile, l'AIM-54 Phoenix. C'est une arme conçue dans un seul but, détruire les avions ennemis à très longue distance, à plus de 160 km. Le Tomcat pouvait en emporter 6, et si nécessaire, tirer les 6 en même temps. 6 missiles, 6 cibles, un seul avion. Cette combinaison, radar, missiles et plateforme, était sans précédent. Même des décennies plus tard, elle reste rare. Si les choses se rapprochaient, le Tomcat avait encore des options. Des missiles Sparrow, des Sidewinder et un canon intégré de 20 mm quand le combat devenait personnel. Ce n'était pas juste un chasseur, c'était un système. Le F-14 est entré en service au début des années 1970. Il a effectué des patrouilles pendant les derniers jours de la guerre du Vietnam, mais n'a pas combattu là-bas. Son véritable rôle est venu plus tard, à la fin des années 1970. Et dans les années 80, le Tomcat était le principal chasseur de supériorité aérienne de la marine. Il a survolé la Méditerranée et la Libye, affronté des avions soviétiques au-dessus d'océans froids, puis combattu au-dessus de l'Irak pendant la guerre du Golfe. Et lorsque sa domination air-air est devenue moins pertinente, le Tomcat s'est à nouveau adapté, modifié en ce qu'on appelait les Bombcats. Il a largué des armes de précision au-dessus de la Bosnie, de l'Irak et de l'Afghanistan. Peu d'avions parviennent à se réinventer avec autant de succès. Et puis, il y a eu le film. En 1986, Top Gun a fait du F-14 une icône culturelle.
Du jour au lendemain, il est devenu le chasseur, la silhouette, le son, le fantasme. Pour toute une génération, le Tomcat n'était pas seulement une arme, c'était l'aviation elle-même. La production a pris fin en 1991. Au début des années 2000, la marine était prête à passer à autre chose. L'entretien était coûteux, l'appareil était complexe, et de nouveaux chasseurs comme le FA-18 promettèrent des capacités similaires avec moins de complications. Ainsi, en 2006, la décision a été prise de retirer le F-14. Au début, rien ne semblait inhabituel, jusqu'à ce que les gens se rendent compte de ce qui ne se passait pas. Les Tomcats n'étaient même pas mis sous cocon, ils n'étaient pas préservés, ils n'étaient même pas vendus, ils étaient détruits. Et la raison n'avait rien à voir avec l'âge, le coût ou l'obsolescence. Tout était lié à l'Iran. À sa construction, le Tomcat a suscité l'intérêt d'autres pays que les États-Unis. Dans les années 1970, l'Iran, sous le règne du Shah Mohammad Reza Pahlavi, était un allié clé des États-Unis au Moyen-Orient. Stratégiquement situé, ambitieux militairement et cherchant le meilleur équipement disponible. Les États-Unis ont accepté de vendre à l'Iran 79 avions F-14, 700 missiles Phoenix et suffisamment de pièces détachées pour les maintenir en service pendant une décennie. Puis, en 1979, tout s'est effondré. Le Shah a été renversé, l'ayatollah Khomeini a pris le pouvoir, et la relation de l'Iran avec les États-Unis a basculé du jour au lendemain, passant d'alliés à adversaires. L'accord initial a été annulé, mais pas avant. L'Iran a reçu les 79 Tomcats et environ 200 missiles Phoenix, et malgré les sanctions, l'isolement et l'absence de soutien officiel, l'Iran a réussi à les faire fonctionner. Pendant la guerre Iran-Irak, dans les années 1980, les F-14 iraniens ont mené des missions de combat. Des sources iraniennes affirment que le Tomcat a abattu plus de 160 avions irakiens. Ce chiffre est probablement exagéré, mais ce qui ne l'est pas, c'est ceci. Le F-14 a fonctionné. Il surpassait et avait une plus grande portée que les MiG irakiens. Et ces missiles guidés par radar ont donné à l'Iran un avantage décisif dans les airs. Ce simple fait hantait les stratèges américains, car il signifiait quelque chose de dérangeant. Le Tomcat restait toujours pertinent. Avançons jusqu'en 2006. La marine américaine retire le F-14 et soudain une nouvelle crainte apparaît. Et si des pièces commençaient à s'échapper ? Et si des composants d'ailes, des systèmes avioniques ou des radars se retrouvaient entre les mains des Iraniens, des Chinois, ou pire encore ? Des rapports signalent que des acheteurs étrangers profitent des failles des surplus militaires via des sociétés écrans, des intermédiaires et des ferrailleurs. Même en étudiant l'appareil sans le faire voler, cela pourrait révéler des informations sensibles. Alors le Pentagone a décidé qu'aucun Tomcat ne volerait plus jamais. Le composant le plus crucial était le caisson d'aile, la structure qui permettait aux ailes de pivoter en vol. Sans lui, l'appareil ne pouvait tout simplement pas fonctionner. Les ailes ne feraient pas que cesser de bouger. Elles pourraient complètement céder. En 2007, chaque caisson d'aile a été détruit, même ceux qui se trouvaient dans les musées. Les outils nécessaires pour en fabriquer de nouveaux n'existaient plus. Il n'y avait plus de plan, ni de chaîne de production. Cela aurait dû suffire à dissiper tout doute, mais ce n'était pas le cas. La décision finale a été prise, tout détruire. 165 Tomcats ont été envoyés à la base aérienne Davis Monthan en Arizona, le Boneyard, un endroit où les avions vont pour dormir ou pour mourir. Un entrepreneur indépendant a été engagé. Ses instructions étaient très claires. Ne les démontez pas, ne les préservez pas, réduisez-les en miettes. D'énormes machines industrielles se sont mises au travail. Une pince de cisaillement a déchiré l'avion, arrachant les ailes et le fuselage. Un broyeur a réduit ce qui restait en fragments tordus d'aluminium. Les machines pesaient chacune plus de 45 000 kilos, et le Tomcat n'avait aucune chance. Certaines pièces ont résisté, mais le train d'atterrissage, prévu pour s'écraser sur les porte-avions, a dû être découpé au chalumeau spécialisé. Des composants non uniques ont été vendus à l'étranger. Rien de critique ni d'introuvable sur d'autres avions. Finalement, l'un des chasseurs les plus emblématiques avait disparu. Aujourd'hui, seuls quelques F-14 existent en dehors des musées, tous en Iran. Personne ne sait exactement combien volent encore. Les estimations vont de quelques cellules à 30. Les missiles Phoenix ont disparu depuis longtemps. Les pièces de rechange sont improvisées, cannibalisées ou fabriquées en secret. En 2025, des images montraient des F-14 iraniens détruits par des frappes, mais on ignore s'ils étaient opérationnels ou utilisés pour des pièces. Ce qui est clair, c'est que le Tomcat n'est pas mort parce qu'il était obsolète. Il est mort parce qu'il était encore trop dangereux. En détruisant la flotte, les États-Unis ont veillé à ce qu'aucun rival, aussi déterminé soit-il, ne puisse jamais ramener le F-14 en tant qu'avion de combat.
Ce fut une fin brutale, mais d'un point de vue stratégique, ce fut une fin efficace. Et quelque part, des pilotes regardent encore de vieilles images de ces ailes qui se replient et se demandent ce qui aurait pu être.